Partie 3. Les amours et le deuil. Chapitre 10. Mon premier. J'avais 18 ans. Je venais de commencer mes études d'architecture. Ces études-là, avec ce qu'elles portaient de rêves et de promesses et de commencements, cette façon qu'ont les débuts de sembler contenir tous les possibles avant que la vie commence à enfermer certains. Et il y avait cet homme sur le parking. Sylvain. Il m'avait dit avoir 23 ans. Il en avait 33, 15 ans de plus que moi. Un mensonge posé dès le début, avec ce naturel déconcertant des gens qui mentent souvent et bien, si naturellement qu'il ne ressemblait pas encore à un mensonge, si naturellement qu'on ne cherche pas à vérifier parce qu'on n'a pas encore appris qu'on devait vérifier, qu'on n'a pas encore accumulé les raisons de se méfier de ce qui se présente simplement. La rencontre avait quelque chose d'un film un peu kitsch. De ces films qu'on regarde sans les prendre tout à fait au sérieux et dont on reconnaît ensuite, avec une ironie amère, qu'ils avaient peut-être raison de montrer ce qu'ils montraient. Sa voiture dorée, bling bling, garée à côté de la mienne. Une autre voiture s'était mise en travers, le bloquant. Par chance, et je mesure ce mot différemment aujourd'hui, je le soupèse, je lui rends sa gravité, je n'étais pas bloquée, moi. J'avais pu partir. Le lendemain, il avait posé un papier sur mon pare-brise avec son numéro de téléphone. Une invitation à boire un verre, écrite à la main, glissée sous l'essuie-glace, comme dans une autre époque, comme dans ces films précisément, comme dans les films, oui, sauf que dans les films, on ne vous dit pas toujours ce qui vient après. Ce que coûte la suite, ce qu'on emporte sans le savoir quand on rappelle ce numéro. On a mangé dans une crêperie du centre commercial quelques jours plus tard. Une amie m'avait appelé au milieu du repas pour s'assurer que tout allait bien. Ce petit geste de protection féminine, discret et essentiel, quelqu'un qui vérifie, qui guette, qui reste disponible au cas où, on fait ça entre filles sans toujours se rendre compte à quel point c'est nécessaire, à quel point se filer la compte, à quel point on a raison de tendre, même quand on espère qu'il ne servira à rien. Il s'était inventé une vie. Il disait écrire un livre sur les forteresses Vauban et être directeur d'un magasin Leclerc. Il était en réalité vendeur chez Stocomanie. Ce n'est pas un jugement sur le métier. On peut être vendeur et avoir de la valeur. On peut exercer n'importe quelle profession et mériter qu'on vous respecte. Mais le mensonge, lui, en dit long. L'homme qui ment sur son âge, sur son métier, sur ce qu'il est, dès les premières heures, avant même que quoi que ce soit de réel se soit construit, cet homme-là sait ce qu'il fait. Il construit quelque chose sur du sable, et il le sait, et il continue quand même. On s'est rencontrés en octobre 2011. On a été ensemble à peine quelques mois. Le 19 décembre, c'est la première fois pour moi. Il me quittait 3 jours plus tard par SMS. Alors on s'est retrouvés au même centre commercial, ce choix délibéré avec son ironie particulière, avec ce qu'il a de cruellement ordinaire. Il devait acheter un cadeau pour sa nièce. Je lui ai demandé des explications. Il m'a embrassé pour me faire taire, et il m'a dit que c'était fini. Un baiser d'adieu, juste avant Noël, dans un centre commercial, comme si embrasser quelqu'un en le quittant rendait la chose plus douce, plus acceptable, comme si ce geste-là soldait quelque chose, comme si ça suffisait à clore les comptes. Je l'ai suivi jusqu'au fameux parking, 10 minutes à essayer de le faire changer d'avis, et arrivé à la voiture, il m'embrasse de nouveau et s'en va. Quel connard. Je l'écris simplement, sans chercher l'élégance, ni l'euphémisme, ni la distance que le temps est censé donner, parce que c'est la vérité, et que la vérité mérite parfois ses mots les plus directs, sans ornement, sans atténuation. Se donner pour la première fois à quelqu'un et se faire quitter 3 jours après, ça laisse une empreinte. Pas parce que la virginité serait une valeur ou un capital à préserver, pas parce qu'il y aurait quelque chose de sacré dans le fait que ce soit la première fois, plutôt qu'une autre, mais parce que le don de soi, quel qu'il soit, à n'importe quel moment de sa vie, mérite un minimum de respect en retour. Et que l'absence de ce respect à 18 ans, à ce moment précis, dans cette vulnérabilité particulière des débuts, ça s'installe quelque part dans le corps, dans la façon dont on se rapporte aux autres ensuite, dans ce qu'on croit mériter ou ne pas mériter. Je ne lui en veux pas vraiment, pas plus, pas de cette façon qui consume, mais je me souviens de ce que ça fait, cette première expérience de quelqu'un qui part juste après qu'on s'est donné, qui repart vers sa vie comme si rien ne s'était passé d'irréversible, comme si ce qui était irréversible pour moi ne l'était pas pour lui. Ce sentiment diffus, irrationnel mais tenace que le don précède l'abandon, comme si les deux étaient structurellement liés, comme si c'était la règle, comme si c'était ce qu'on pouvait attendre du monde. Ils ne le sont pas, je le sais maintenant, mais à 18 ans, on ne sait pas toujours faire la différence entre une coïncidence cruelle et une loi universelle. On prend les accidents pour des structures, on prend ce qui est arrivé une fois pour ce qui arrivera toujours, et 6 mois plus tard, il a sonné à la porte de chez ma mère. Il voulait s'excuser, tout recommencer à zéro, comme si le zéro existait encore, comme si on pouvait revenir en arrière. Comme si les choses qu'on a faites pouvaient être défaites par la seule volonté de celui qui les a faites. Il m'a montré sa nouvelle voiture, garée devant la maison, visible depuis le seuil. Elle était dorée.
encore. J'ai ri de ce rire qui n'a rien d'amusé, qui vient d'un endroit plus profond que l'humour. Ce rire-là qui est une façon de mesurer la distance parcourue, de constater qu'on n'est plus la même personne que celle qui avait rappelé ce numéro 6 mois plus tôt, que quelque chose avait changé sans qu'on puisse dire exactement quand. Je suis rentrée. Je l'ai laissé dehors, devant sa voiture dorée, dans cette mise en scène qu'il avait construite et qui ne m'atteignait plus. Je l'ai revu une fois, par hasard, en allant à Stocomanie. C'est comme ça que j'ai appris qu'il travaillait là-bas. Pas par quelqu'un qui me l'aurait dit, pas par une confidence, pas par ces réseaux de rumeurs qui circulent entre les gens qui se connaissent, mais en le voyant lui, en chair et en os, dans cet espace fluorescent et ordinaire, une paire de chaussures à la main, en train de servir une cliente. L'homme qui avait dit écrire un livre sur les forteresses Vauban était vendeur chez Stocomanie, comme je le savais depuis un moment sans avoir jamais eu à le voir. Quand il m'a aperçu à la caisse, il est devenu rouge, confus, il s'est trompé de pointure. Je suis partie. Il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à régler, tout était déjà réglé depuis longtemps, depuis le parking du centre commercial, depuis le baiser d'adieu, juste avant Noël, depuis ce rire sur le seuil de la porte de ma mère devant la voiture dorée. Je ne l'ai jamais revu. 3 ans après, j'ai reçu un message. Un dernier message pour te dire que je pense à toi. Je me souviens de l'avoir lu, je me souviens d'avoir pensé à ce mot dernier et à l'ironie qu'il y avait à promettre que c'était le dernier, comme si c'était un cadeau, comme si le fait que ce soit le dernier lui conférait une valeur particulière, comme si l'annonce de la clôture suffisait à justifier l'ouverture. Je n'ai pas répondu. Certaines portes méritent d'être restées fermées, non pas avec fracas, non pas avec colère, mais simplement, calmement, définitivement, comme on rentre chez soi et qu'on referme derrière soi sans se retourner. C'est étrange de regarder en arrière et de voir les schémas s'installer dès le début, avec cette netteté rétrospective qui n'était pas disponible sur le moment, comme si le premier amour posait un modèle sans qu'on le sache, sans qu'on le soit agisse, sans qu'on puisse s'y opposer parce qu'on ne le voit pas encore. L'écart d'âge, l'intensité brève, la fin abrupte, le sentiment d'avoir donné plus qu'on a reçu, de s'être étendu vers quelqu'un qui ne s'était pas étendu en retour, tout était déjà là dans cette première histoire en miniature, comme une esquisse dont les traits réapparaîtraient sous d'autres formes, avec d'autres visages, dans d'autres villes, des années plus tard, avec cette obstination tranquille qu'ont les schémas non reconnus à se reproduire jusqu'à ce qu'on les regarde vraiment. On n'est pas condamné par nos premiers schémas, je crois ça, je veux croire ça, et je crois que c'est vrai, mais on les retrouve longtemps, nichés dans ses propres choix, dans ce qu'on accepte sans questionner, parce que ça ressemble à quelque chose de connu, dans ce qu'on croit mériter, parce que c'est ce qu'on a reçu la première fois. Les reconnaître, c'est déjà commencer à choisir autrement. Alors pas tout de suite, pas sans rechute, mais autrement quand même. Chapitre 11. 2 vies en parallèle. Pendant mes études de Master 1 à l'école d'architecture, j'ai eu 2 vies. La vie d'étudiante d'abord, les cours, les projets, les nuits blanches devant les maquettes, ces heures perdues à chercher la bonne proportion, le bon angle, la façon dont la lumière devait tomber dans un espace qu'on n'a pas encore construit et qu'on essaie de faire exister sur du papier. Les jurys, les critiques acérées, cette violence douce et pédagogique qu'on vous inflige pour vous apprendre à défendre ce que vous avez fait, à tenir debout face à quelqu'un qui démonte votre travail avec méthode. Les amitiés qui se forgent dans l'épuisement partagé, dans cette façon particulière qu'ont les gens en architecture de se reconnaître entre eux, à leurs cernes et à leurs mains tachées de colle, à cette façon de regarder les bâtiments dans la rue avec un œil qui ne s'éteint jamais tout à fait. Et l'autre, tous les soirs, après les cours, je prenais la route de l'EHPAD pour le repas de mon père. J'avais fait un choix, rester à Clermont plutôt que de partir à Paris, faire une école privée de design ou faire médecine à Clermont, comme je l'avais rêvé. Ces rêves-là, précis et lumineux, qu'on porte à 18 ans, avec la conviction qu'ils sont aussi solides que leur évidence, restaient pour être près de lui, pour profiter du temps qui restait, même si à l'époque je ne savais pas encore combien de temps il en restait. Personne ne le sait jamais vraiment, personne n'a accès à ce chiffre-là avant qu'il soit trop tard pour en faire quelque chose. Ce sacrifice, je ne le regrette pas. Mais je le nomme parce qu'il existait, parce qu'il pèse son poids réel dans la balance de ce que j'ai donné, parce qu'il dit quelque chose sur la façon dont j'aime. Quand j'aime, je reste. Je réorganise ma vie autour de ceux qui comptent, je mets mes rêves en attente avec cette patience tranquille qu'on prend pour de la sagesse et qui est aussi parfois une façon de s'oublier. C'est une force, c'est aussi en quelque sorte disparaître. La démence frontotemporale, c'est une maladie particulièrement cruelle, cruelle d'une façon spécifique, différente de la cruauté d'autres maladies qui laissent le corps, mais prend la personne, qui vous donne encore quelqu'un à regarder sans vous donner encore tout à fait la même personne à retrouver. Elle n'attaque pas la mémoire en premier, elle attaque la personnalité, le comportement, le langage, ces choses-là précisément celles par lesquelles on reconnaît quelqu'un,
celles qui font qu'une personne est irréductiblement elle-même et pas une autre. On perd quelqu'un qui est encore physiquement là, assis en face de vous, qui respire, qui mange, qui vous regarde parfois avec cette lueur de reconnaissance et parfois sans elle. On accompagne une transformation qu'on ne comprend pas toujours, qu'on ne peut pas toujours anticiper, et contre laquelle on ne peut rien faire sinon rester. Ce verbe modeste est indestructible, cette seule chose qu'on peut encore offrir quand on ne peut plus rien réparer. Je l'ai vu nu par terre, incapable de se relever. Je l'ai porté seul dans les escaliers pour le ramener dans sa chambre et l'habiller avec ma mère. Ces images, je les porte encore, avec cette mémoire que vous savez maintenant, cette fidélité du corps aux choses qu'il a vécues, cette impossibilité de laisser partir ce qui a coûté. Elles ne partent pas, mais je les porte pas comme un poids, je les porte comme une preuve, la preuve que j'étais là, que je n'ai pas regardé ailleurs quand c'était difficile. Ma mère, elle notait tout. Chaque jour passé à la maison de retraite, chaque repas, chaque sourire, chaque alerte, chaque nuit blanche, elle tenait un journal minutieux, vivant, déchirant, comme si écrire était la seule façon de tenir debout, de garder une trace de ce qui partait morceau par morceau, de refuser que la disparition soit totale, de lire à la page ce qu'on ne peut pas dire à voix haute sans s'effondrer. Ce journal, le journal d'une mort annoncée, ce sont ses mots à elle. Je les inclus ici parce qu'ils disent quelque chose que je ne pourrais pas dire mieux. Pas parce que je manquerais de mots, mais parce que certaines choses appartiennent à celui qui les a vécues au plus près et que ma mère était au plus près. Parce qu'ils témoignent d'un amour que les mots médicaux ne contiennent pas, que les comptes rendus ne retranscrivent pas, que seul le journal quotidien d'une femme qui aime peut garder, et parce que mon père mérite d'être raconté par quelqu'un qui l'aimait depuis le début. Il y a des mots qu'on n'est pas prêt à entendre, des mots que les médecins prononcent avec une neutralité clinique. Soins palliatifs, état critique, on ne le ranimera pas, et qui, eux, ne sont jamais neutres. Ils tombent dans le silence de la chambre ou du couloir d'hôpital avec ce poids particulier des choses définitives, et quelque chose en vous se brise sans faire de bruit, pas avec fracas, pas avec larmes, mais silencieusement, profondément, d'une façon dont on ne mesure l'étendue que bien plus tard. Ce journal a commencé un samedi 13 février. 15 jours avant quoi exactement, on ne savait pas encore. On savait seulement que la dépamide avait rendu son verdict, que le fauteuil était devenu sa résidence permanente et que les soins palliatifs avaient pris le relais du reste. Cette expression-là, pris le relais, avec ce qu'elle contient de passages de témoins entre ceux qui soignaient et ceux qui les accompagnent. Et pourtant, ce soir-là, il avait dit « Viens, on est bien tous les deux ». Et quand elle lui avait demandé ce qu'il ferait pour la Saint-Valentin, il avait souri, ce sourire à lui, reconnaissable entre tous, et il avait répondu « Un gros bisou ». Et il ne voulait pas lâcher sa main. Oh non. Comment résister à ça? On l'avait descendu pour dîner, jambon sec, soupe gélifiée, un flan qu'il avait trouvé bon. Roger, Paul, Gisèle, Madame Machebeuf étaient tellement heureux de le voir qu'on aurait dit que le soleil venait de réapparaître dans cette grande salle. Cette façon que les présences aimées ont de changer la lumière d'un endroit. Paul s'était écrié, c'est triste, en pleurant, et Gisèle lui caressait la main avec son sourire merveilleux. C'était une leçon que personne n'avait programmée. Les résidents ont encore des sentiments, ils voient, ils ressentent, ils n'ont pas cessé d'être des personnes. En partant pour la nuit, il avait glissé à ma mère que pour la Saint-Valentin, il lui ferait un gros poutou. Elle avait ri, elle avait envie de pleurer aussi. Le 14 février, petit miracle. Plus éveillé que la veille, le patch derrière l'oreille, le scopoderme contre l'encombrement semblait faire son effet, comme si le corps avait décidé de résister encore un peu, de ne pas céder aussi facilement qu'on l'avait prédit. Un bon moment, un vrai repas, un flambi. Le 15, l'état s'améliorait presque miraculeusement. Le 17, il parlait normalement, l'après-midi, la voix plus rauque, une voix de baryton qu'il n'avait pas eue avant, mais présente, là, réelle, reconnaissable. Il s'accrochait au bar de son lit avec une force dont personne ne l'aurait cru capable. Toi qui étais en soins palliatifs, toi. Le 21 février, elle lui avait demandé s'il se souvenait de l'italien, il avait répondu un poco. Éveillé, cohérent, avec de l'humour, cet humour à lui qui revenait par intermittence comme une radio qu'on n'arrive pas à capter régulièrement, mais qui joue encore. Le 22, il mangeait presque seul avec sa petite cuillère. Tourte à la viande, soupe, fromage blanc, Samira était stupéfaite, elle lui avait dit « Vous voulez rester avec nous, n'est-ce pas Marcel ?» Oui, c'était évident, il voulait rester. Puis le 26 février, le basculement. Agité. Viens, viens, sans arrêt, essayant de se lever comme si quelque chose d'urgent l'appelait ailleurs, comme si son corps savait quelque chose que sa tête ne formulait plus. Plus de place au dîner, sa table
Sa place à la table de Paul et Roger était occupée, ce détail cruel de la vie en institution où les absences se comblent vite parce qu'il le faut, sa respiration qui devient de plus en plus difficile, la peur dans ses yeux, cette peur-là, précise, animale, qu'on reconnaît chez quelqu'un qui sent que son corps lui échappe. SOS médecin, le SAMU, une ambulance, 6 pompiers qui ne savent pas quoi faire, la nuit vers Rion, l'attente dans un Algeco, l'épuisement de celle qui attend sans pouvoir rien faire d'autre qu'attendre, et cette absurdité finale, cette comédie noire. Le médecin avait oublié, ma mère dans la salle d'attente. Mais lui, il allait mieux. Oxygène remonté, grosse infection pulmonaire, une petite embolie cachée derrière, ces messages invisibles qui se dissimulent sous d'autres menaces et qu'on ne voit que quand on cherche. Mars arrive, le premier est son anniversaire. La voix claire et ferme derrière la porte. Entrez. Les pieds noirs, le froid, le radiateur éteint, pas de gilet. Ces négligences quotidiennes de l'institution qui font mal autrement que les grandes défaillances. Elle lui frotte les pieds, lui met des chaussettes, ouvre le radiateur. Bon anniversaire, Marcel. À demain, mon doudou. Le 2 exceptionnellement bien, le 3 l'embolie confirmée, 6 mois d'anticoagulant, et cette phrase que le médecin a dite, qui résonne étrangement, qui dit quelque chose sur l'état du système autant que sur l'état de mon père. Si la maison de retraite ne respecte pas l'alimentation mixée, vous aurez le droit de porter plainte. Les semaines qui suivent s'écoulent dans ce quotidien particulier des maladies longues, ces semaines faites de petites crises et de petites victoires, d'espoirs brefs et de déceptions renouvelées, de ce rythme-là qui use d'une façon différente des grandes catastrophes parce qu'il ne finit jamais vraiment, parce qu'il demande de recommencer chaque jour, la nourriture qui manque, l'eau gélifiée oubliée, le fauteuil cassé, le kiné introuvable, les réunions où chacun se renvoie la responsabilité avec cette efficacité bureaucratique qui protège tout le monde sauf le patient, lui qui essaie de signer son nom, ce geste-là, cette tentative de rester soit à travers la signature, à travers cette trace unique qu'on laisse sur le papier, qui touche la veste de ma mère et lui dit qu'elle est jolie. À Pâques, un peu de chocolat, il se régale. Le 18 mars, il la menace en riant d'aller voir la directrice pour rentrer à la maison. Il lui dit qu'elle est bien habillée, que tout le monde l'a regardée, il a retrouvé son humour. Cet humour à lui qu'elle avait cru perdre quelque part dans la mélodie et qui revenait comme reviennent les choses essentielles par-dessous obstinément. C'est suffisant pour tenir une journée de plus. Puis juin arrive et avec lui l'irréversible. Le 4, un état qui glace, cette façon qu'a le corps parfois de signaler ce qui vient sans qu'on puisse encore le nommer. Il bave, ne peut plus tenir sa cuillère, sa respiration se dégrade, heure par heure. Bonne nuit si tu peux. Le 5 au matin, l'appel. Œdème pulmonaire aigu, détresse respiratoire, soins intensifs à Rion. Elle le retrouve avec Christian, Daniel et moi. Il dort, mais quand on le réveille, il a ce sourire merveilleux qui dépasse tout, qui traverse la maladie, qui survit à ce qu'on aurait cru insurmontable. On lui demande. Elle est où, Fleur? Elle est cachée, derrière Cricri. On le laisse se rendormir. Le 6, il est drôle avec les infirmières. Comment vas-tu? Impeccable. Il regarde ma mère et lui dit de s'asseoir, de se décontracter, qu'elle en a besoin. Lui dans son lit de soins intensifs, qui se préoccupe d'elle. Il regarde par la fenêtre. Ce n'est pas Chanturgue là-bas? Même là, même à ce moment-là, il l'épatait. Les jours qui suivent se déroulent comme on descend un escalier dans le noir, prudemment, une marche à la fois, en cherchant du pied ce qu'on ne voit pas, sans savoir quand ça s'arrête, sans savoir combien de marches il reste, sans savoir si ce qu'on cherche du pied est encore une marche ou déjà le bas. Il y avait un médecin de SOS à 2 heures du matin. Ce n'était pas la première fois, la troisième peut-être, la quatrième, on ne compte plus à ce stade. Les nuits se ressemblent dans leur façon de basculer, dans cette heure précise où quelque chose se dégrade et où on appelle parce qu'on n'a plus que ça à faire, appeler. Il est entré, il a regardé et puis les questions ont commencé. Pas des questions, vraiment des exclamations, des constats jetés dans le couloir avec cette incrédulité de quelqu'un qui découvre chaque fois que le monde ne fonctionne pas comme il devrait. Comment ça, pas d'infirmière de nuit? Pas d'infirmière de nuit, dans une maison de retraite avec 56 résidents, 2 personnes pour tout le monde. J'avais compté 2 personnes pour les urgences, les chutes, les détresses respiratoires, les morts qui arrivent entre minuit et l'aube parce que c'est souvent à ces heures-là qu'elles choisissent de venir. Comment ça, pas de morphine? Pas de morphine pour soulager la douleur d'un homme en fin de vie dans un établissement spécialisé dans l'accompagnement des fins de vie, pas de morphine. Le mot tournait dans l'air du couloir comme quelque chose d'obscène, de parfaitement inadmissible et pourtant parfaitement réel. Comment ça, pas d'appareil? Pas du 10 litres, que du 5 litres? Prenez celui de Madame Bonny. Prenez celui de Madame Bonny. Cette phrase-là, je ne sais pas si le médecin entendait ce qu'elle disait vraiment. Si dans l'urgence et l'impuissance, il mesurait ce que c'était que de prendre l'oxygène d'une résidente pour le donner à un autre, de faire ce calcul-là à 2 heures du matin dans un couloir mal éclairé. Peut-être qu'il le mesurait, peut-être pas. L'urgence a sa propre morale, ses propres raccourcis. On prend à celui
qui a pour donner à celui qui manque. Et on fait comme si cette arithmétique-là était neutre, comme si le corps qu'elle concerne n'était pas des personnes avec des chambres et des noms et des familles qui attendent ailleurs dans d'autres couloirs. Madame Maudit est morte le lendemain, seule, sans oxygène. Je l'ai appris comme on apprend ces choses dans les maisons de retraite, par un mot glissé dans une conversation, par une porte fermée qui était ouverte la veille, par l'absence soudaine d'une présence qu'on avait fini par tenir pour acquise. Le manque d'oxygène, a-t-on dit. Ces mots-là prononcés à voix basse avec cette façon qu'ont les institutions de minimiser ce qui les met en cause. Le manque d'oxygène comme si c'était une fatalité, comme si personne n'avait décidé quoi que ce soit cette nuit-là dans ce couloir. Mais quelqu'un avait décidé, ou plutôt, et c'est peut-être pire, personne n'avait vraiment décidé. C'était arrivé parce que dans l'urgence, dans l'impuissance, dans ce vide de ressources et de protocoles et de présence humaine suffisante, Madame Bonny n'avait pas été sacrifiée délibérément. Elle avait été sacrifiée par défaut, par l'absence de ce qui aurait dû être là et qui ne l'était pas. Par cette équation impossible que le médecin avait résolue en prélevant sur l'un pour donner à l'autre, sans savoir ou sans vouloir savoir que l'un ne pouvait pas se permettre d'être prélevé. Je pense à elle, je ne la connaissais pas vraiment, un visage dans un couloir, un prénom sur une porte, mais son oxygène avait été donné à mon père cette nuit-là, et le lendemain matin, elle n'était plus là. Ce n'était pas de la culpabilité exactement, ce n'est pas non plus de l'indifférence, c'est quelque chose entre les deux. Ce poids particulier des choses qu'on n'a pas choisies et dont on est quand même d'une façon ou d'une autre partie prenante. Cette façon qu'a la vie parfois de nous mêler à des histoires qui ne sont pas les nôtres, de nous placer dans des équations dont nous ne connaissons pas tous les termes. Et puis à 2 heures du matin, après les questions sans réponse satisfaisante, après les constats et les bras levés et cette façon qu'ont les gens compétents de manifester leurs compétences, précisément dans les moments où elle ne suffit pas, il a dit « Je ne peux rien faire, je suis impuissant ». Le mot est tombé dans le silence du couloir. Impuissant. Un médecin, une maison de retraite, un homme qui souffre, et ce mot-là, posé comme une conclusion, comme si l'aveu suffisait à clore quelque chose, comme si nommer l'impuissance la rendait acceptable, ou du moins partageable, comme si en la disant à voix haute, il pouvait la redistribuer équitablement entre lui et nous, entre le système et les familles qui attendent dans ce couloir à 2 heures du matin, avec rien d'autre à faire qu'écouter. Je n'ai pas répondu, il n'y avait rien à répondre. Il est reparti. Mon père était encore là, dans sa chambre, avec ses 5 litres d'oxygène, empruntés peut-être à Madame Bonny, et la douleur que personne n'avait de quoi soulager. C'est ça aussi, mourir dans une maison de retraite en France. En l'an de grâce de notre siècle, riche et organisé. Un médecin impuissant à 2 heures du matin et des familles qui continuent quand même parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que continuer est la seule chose qui reste quand tout le reste a été dit. Juste avant de partir, le médecin a répété plusieurs fois que si son cœur s'arrête, on ne le réanimera pas. Pas cette fois, cette phrase-là, prononcée avec cette neutralité clinique qu'on a évoquée, cette façon d'énoncer l'irréversible, comme si l'énoncé suffisait à le rendre acceptable. Se rend-il compte, comme c'est dur à entendre? Il rentre à la maison de retraite le 13 juin, le 15, un an exactement qu'il avait quitté leur maison, cette maison-là, avec ce que ce mot contient d'irremplaçable, l'air triste, l'atout qui persiste, ce râle gras qui ne part pas, le visage crispé que ma mère n'aime pas voir, ce pli entre les sourcils qui dit quelque chose qu'il ne peut plus dire avec des mots. Les derniers jours de juin s'étirent, il ne boit plus, il ne mange plus. La médication palliative reprend ses droits, cette expression-là aussi reprend ses droits, comme si la mort avait des droits qu'on lui avait temporairement contestés et qu'elle réclamait maintenant avec patience. La nuit de jeudi à vendredi, j'étais là. Vendredi 1er juillet, 10 heures. Tu as tiré ta révérence, mon filou, sois en paix. Il y a une image gravée dans ma tête que je n'oublierai jamais. La veille de sa mort, quelque chose m'avait dit d'y aller. Pas une pensée rationnelle, une certitude dans le corps, sourde et urgente, de celles qu'on ne sait pas d'où elles viennent et auxquelles on fait confiance précisément parce qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Il faut y aller, je le sens, je le sais. Mon ex-mari m'avait accompagnée. À l'entrée, 2 femmes prenaient la température. J'ai vu tout de suite que ça n'allait pas. Cette façon qu'a le corps d'évaluer une situation avant que la tête ait fini de formuler sa question. Il avait de la fièvre. Sa respiration était difficile, arrachée, de cette façon particulière qui dit que le corps travaille trop fort pour faire quelque chose qui devrait être automatique. Il était déjà à moitié ailleurs, ce quelque part sans nom où les mourons vont avant de partir complètement. Ce lieu qu'on reconnaît dans leurs yeux quand on s'est regardé, quand on a appris à regarder, quand on a passé assez de temps au chevet pour savoir que ce regard-là veut dire. Ses mains étaient bleues. Les mains d'une personne qui perd la vie ont cette couleur-là. On ne l'oublie pas quand on l'a vue une fois. Elle s'installe dans la mémoire avec cette précision-là que j'ai décrite ailleurs, permanente et irréfutable. J'ai pris ses mains bleues dans les miennes et je lui ai dit
Papa, tu as le droit de partir. Tu as le droit de t'en aller et d'arrêter de souffrir. Tu as assez enduré. Tu peux nous laisser. Je ne t'en voudrais pas. Tu as été fort assez longtemps. Tu peux t'en aller. Je t'aime, papa. Je voulais rester jusqu'à la fin, être là, tenir ses mains, ne pas le laisser mourir seul dans cette chambre noire qui avait été là pour moi chaque matin pendant des années, lui qui n'avait jamais regardé sa montre. Mais mon mari m'attendait dans la voiture et il voulait rentrer. Alors je suis partie. Je lui en ai voulu longtemps après, longtemps en silence, de cette façon particulière dont on en veut aux personnes pour les choses qu'on ne peut plus défaire, cette colère froide et sans issue qui n'a nulle part où se déposer parce que le moment est passé et ne reviendra pas. J'ai laissé mon père seul pour mourir. C'est une phrase que j'ai portée des années, que je porte encore par moments, même si je sais maintenant, comme si je crois maintenant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qu'on ne choisit pas toujours le moment où les gens qu'on aime partent, même quand on est là, même quand on tient leurs mains. Le lendemain matin à 10 heures, le téléphone a sonné. Ma mère m'a dit: c'est fini. J'étais en stage, je suis sortie prendre l'air. J'ai inspiré, j'ai expiré. Ces deux gestes-là, si simples, si automatiques, si déconcertants dans leur continuation, le corps qui continue de respirer quand quelque chose d'important vient de s'arrêter, qui ne sait pas faire autrement que continuer. J'ai regardé le bleu du ciel et je suis retournée travailler. Le midi, il y avait une paella d'entreprise. On était invité par un électricien. La paella était un des plats préférés de mon père, alors j'y suis allée, il fallait bien lui faire honneur, d'une façon ou d'une autre, avec ce qu'on avait, là où on en était. Et puis sur la façade d'un immeuble, un poème. Un poème magnifique, posé là comme par hasard, comme si la ville avait voulu dire quelque chose ce jour-là, comme si les murs avaient décidé de parler précisément ce matin-là et pas un autre. Je l'ai lu, j'ai pensé à lui, j'ai continué la route. Je cite. C'est l'odeur musquée des herbes sèches qui me frappa d'abord. Mes paupières s'abattirent sur le monde et le voyage commença. Je vis les terres lointaines sur lesquelles l'ambre du soleil coule en caressant les toits d'ardoise. Je me rappelai la poussière rouge et les yeux noirs incandescents de passion enchaînée. Je sentis l'encens, la terre brûlée sous mes doigts et le goût d'été indien qu'avaient tes lèvres. Ton parfum d'opium dansait lascivement avec mon âme. Je m'y abandonnai dans un soupir et me laissai emporter par le lent flamenco qui incendiait mes rêves. J'ouvris les yeux. Le spectre de ton souvenir se dissipa dans les dernières braises du soleil couchant. La vie était là, m'attendant patiemment, et dans un sourire confiant, je m'en saisis. Je n'étais pas là quand il est parti, je n'étais pas là non plus quand mon grand-père est mort. Ce même schéma, cette même façon d'être présente pendant des années et d'être ailleurs au moment exact d'arriver, juste après que la porte s'est refermée. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est une façon que les gens que j'aime ont de me protéger jusqu'au bout, de partir quand je ne regarde pas pour m'épargner quelque chose qu'ils auraient jugé trop lourd, avec cette générosité qu'on prête aux mourants parce qu'on a besoin de croire qu'ils gardent un peu de contrôle sur ce qu'ils nous laissent. Je préfère croire ça. C'est peut-être une façon de me protéger moi-même, mais certaines protections sont nécessaires et on a le droit de choisir ses histoires quand les faits ne nous donnent pas de réponse. Mon père est mort entouré, ma mère notait tout, et moi j'avais été là tous les soirs pendant l'année du déclin, à arpenter les couloirs qui sentaient à la fois l'urine et le propre d'une façon particulière, à habiller un homme que la maladie rétrécissait sans rétrécir ce qu'il était, à rester quand c'était difficile, à recommencer le lendemain quand c'était difficile encore. C'est ça l'amour aussi. Pas seulement les beaux moments, les premiers mots, la première claque que je lui avais donnée en réponse à une blague, les anniversaires, les photos officielles avec la peluche et la robe à volant, le quotidien du soin, la présence quand elle coûte quelque chose, la route de l'EHPAD après les cours, soir après soir, pendant une année entière. Il me l'avait appris le premier, en étant là chaque jour sans regarder sa montre, et je n'avais fait que lui rendre. Chapitre 12. Construire pour ne pas oublier. J'avais un professeur extraordinaire, Dominique Troisville, d'une justesse rare, de celle qu'on rencontre peut-être une ou deux fois dans une vie d'études si on a de la chance, si quelque chose dans l'ordre des rencontres décide de vous être favorable à ce moment précis et pas à un autre. Lors d'une correction avant l'oral de fin de semestre 10 de Master 2, il a regardé mon projet, ce projet que j'avais porté pendant des mois, pendant ces mois-là précisément avec tout ce qu'il contenait, et il m'a dit, avec cette façon directe qu'ont les gens vraiment intelligents de ne pas perdre de temps avec ce qui n'en vaut pas la peine: je ne vais pas corriger ton travail, je suis certain qu'il est très bien, tu es doué, je n'ai pas besoin de regarder, tu n'as pas besoin de mon avis, de quoi veux-tu qu'on parle? J'ai dit que j'avais perdu mon père. Il m'a dit qu'il venait lui aussi de perdre sa belle-mère, que sa femme sortait à peine du tournage de La Danseuse, qu'elle avait fait les décors du film, ces décors qui reconstituent une époque, qui fabriquent un monde qui n'existe plus, qui donnent corps à ce qui n'est plus là,
que la mort était partout autour de nous cette année-là, dans nos vies respectives, de part et d'autre de ce bureau, de part et d'autre de cette relation professeur-élève qui n'était plus tout à fait suffisante pour contenir ce qui se passait et qu'on ne pouvait pas faire semblant que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fabriquait. Que l'architecture, comme tout acte de création, porte en elle ce que son auteur traverse, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Puis il a regardé mon projet différemment, avec ces yeux-là, ceux qu'on a quand on recherche quelque chose de précis et qu'on trouve. Et il m'a dit: ton projet de fin d'études, c'est un processus de deuil. Il avait raison. Et cette reconnaissance venant de quelqu'un qui traversait lui-même la perte au moment, au même moment, qui parlait depuis l'intérieur de ce qu'il nommait et pas depuis la distance confortable de celui qui observe, avait eu une valeur que je ne saurais pas vraiment mesurer, que les mots n'atteignent pas exactement. Parfois les professeurs deviennent autre chose, quelque chose de plus, dans les moments où on a besoin. Des témoins, des gens qui voient ce qu'on fait et qui le nomment avec la précision qu'on n'avait pas encore. Mon premier projet de licence, bien avant tout ça, avait été un espace de recueillement, sur le puits de Crouël, face à la ville, à l'arrière d'un crématorium, là où les cendres de mon père reposent, là où elles reposent depuis, là où elles reposaient déjà peut-être dans quelques pressentiments que je n'aurais pas su formuler ou que j'avais formulés sans le savoir dans le langage des plans et des coupes et des maquettes qui ne mentent pas de la même façon que les mots. Je ne l'avais pas formulé ainsi au départ, je pensais concevoir un espace de méditation, quelque chose d'universel, d'ouvert, qui n'appartiendrait à personne en particulier et qui accueillerait n'importe qui sans lui demander ce qu'il porte. Et puis j'ai compris en travaillant, en dessinant, en cherchant les bonnes proportions, que pour que la lumière tombe juste à cette heure-là, dans cette orientation-là, sur cette matière-là, j'ai compris que je construisais un endroit pour moi-même un jour, que chaque choix de matière, chaque rapport entre l'ombre et la clarté, chaque seuil qu'on franchit pour entrer dans quelque chose de plus intime, de plus silencieux, était une façon de parler encore à ceux qui ne sont plus là pour répondre, de les garder quelque part dans la pierre, dans la lumière, dans l'espace entre les murs, de leur faire de la place dans le monde des vivants, même quand ils n'en faisaient plus partie. L'architecture comme deuil, l'espace comme façon de résister à la disparition, non pas en niant qu'elle a eu lieu, non pas en construisant des monuments à la permanence, mais en fabriquant des endroits où la mémoire peut s'asseoir, respirer, exister sans avoir à se justifier, un espace qui reçoit. À la fin de cette année de master, j'ai revu Laetitia B., ma professeure du premier semestre de licence. J'avais les larmes aux yeux en la remerciant pour ce qu'elle avait semé sans le savoir, dans ce premier semestre où tout commençait, où rien n'était encore clairement formulé, pour ce qu'elle avait rendu possible sans imaginer, sans pouvoir imaginer ce que ça deviendrait. Elle m'a prise dans ses bras. C'était fort. Une boucle bouclée, comme on dit, mais c'était plus que ça, plus que cette image-là qui ne rend pas tout à fait compte de ce qui s'était passé. C'était la confirmation que ce chemin avait un sens, que les années difficiles, les nuits blanches devant les maquettes, les soirs à l'EHPAD, les projets construits sur le deuil sans le nommer, les matins où on ne savait pas très bien comment tenir deux vies en même temps, que tout ça avait mené quelque part, que rien n'avait été perdu, que ce qui s'était fait dans la douleur avait quand même une forme, une cohérence, une direction. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce métier. Pas seulement pour la technique ou l'esthétique, ces choses-là qu'on apprend, qu'on affine, qu'on maîtrise avec le temps et l'exercice, pas seulement pour le plaisir de la forme ou cette ivresse particulière des grands espaces, de la lumière qui entre par une fenêtre placée exactement là où il faut qu'elle entre, mais parce que construire, c'est une façon de résister à la perte. Pas de la nier, pas de faire semblant qu'elle n'a pas eu lieu, mais de lui proposer quelque chose de solide, quelque chose qui reste, quelque chose qui dit: ici, quelqu'un a pensé, a choisi, a voulu que cet endroit existe et soit comme ça et pas autrement. De laisser quelque chose debout quand tout le reste s'effondre. De créer des lieux pour les vivants, ceux qui restent, ceux qui ont besoin d'un endroit où poser leur deuil, leur joie, leur mémoire, tout ce qu'on porte et qu'on ne sait pas toujours où mettre. On construit pour habiter, on construit pour se souvenir, on construit pour que les gens qu'on a aimés continuent d'exister quelque part dans la lumière d'une pièce, dans la hauteur d'un plafond, dans ce moment précis et indescriptible où quelqu'un entre dans cet espace et sent, sans savoir pourquoi, sans pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre, que cet endroit a été pensé pour lui, que quelqu'un avant lui a imaginé exactement ce dont il aurait besoin. Mon père repose au pied de Crouël, face à la ville. Chaque fois que je reviens à Clermont, par l'autoroute, je le vois. Cette colline, cette ligne d'horizon qui le contient quelque part. Je n'ai pas besoin de m'arrêter, je n'ai pas besoin de faire un geste particulier. Je ferme les yeux et je dis: bonjour papa, comment vas-tu aujourd'hui? Je sais qu'il est là, et quelque part dans la pierre et la lumière de ce premier projet fictif, à l'ombre d'un arbre, je suis là aussi, à côté de lui, comme j'aurais voulu l'être. Chapitre 13. 14 mars.
Mon père a pu m'accompagner à la mairie pour mon mariage. Il était déjà très malade. La démence avait fait son travail lentement, méthodiquement, avec cette patience terrible des maladies qui ne se pressent pas parce qu'elles savent qu'elles ont le temps, mais il était là, ce jour-là, présent à sa façon, cette façon qui avait changé avec la maladie et qui n'était plus tout à fait la même qu'avant, qui ressemblait parfois à l'original et parfois à une copie légèrement décalée, mais qui restait reconnaissable par moments, dans un regard, dans un geste, dans cette lueur soudaine qui traversait ses yeux quand quelque chose d'important se passait, comme si la maladie avait ses zones d'ombre et ses zones de lumière, comme si quelque chose résistait mieux que d'autres à ce qu'elle faisait. Il voulait absolument m'emmener à la mairie. Il savait qu'il y avait 14 marches. Il s'en souvenait, ce détail précis, cette donnée concrète logée dans un cerveau que la maladie grignotait, morceau par morceau avec une régularité implacable et qui avait résisté. 14 marches, comme si, parmi tout ce qui partait, cette information-là avait décidé de rester, parce qu'elle était attachée à quelque chose que la maladie ne pouvait pas tout à fait atteindre. Il était en fauteuil roulant et il s'est levé. Il a remarché pour m'accompagner. Ce verbe simple, remarcher, qui contient tout ce qu'il faut savoir sur ce jour-là, sur ce qu'il a coûté, sur ce qu'il valait. Les jours suivants, il avait rechuté. De nouveau le fauteuil, de nouveau la fatigue, de nouveau la maladie qui reprenait ce qu'elle avait brièvement concédé, comme si elle avait accordé une trêve et seulement une trêve, comme si elle savait très bien ce qu'elle faisait en laissant ce jour passer. Mais ce jour-là, il s'était levé, pour moi, parce que certaines choses valent qu'on se lève une dernière fois, parce que certaines choses sont plus grandes que ce que le corps peut encore faire, et ce qu'elles font quand même. Le 10 octobre 2015 à 10h15. Mon anniversaire et mon mariage le même jour, comme si j'avais voulu, en choisissant cette date, que ces deux événements ne se séparent plus jamais dans le calendrier de ma vie, qu'ils se tiennent compagnie pour toujours, que chaque anniversaire soit aussi un mariage et chaque mariage aussi un anniversaire, que ces deux commencements soient un seul commencement irréductible, indivisible. Il comprenait exactement il comprenait exactement ce qui se passait. Je le voyais dans ses yeux, cette clarté-là, revenue ce matin-là, comme reviennent parfois les choses qu'on croyait perdues, sans prévenir, sans raison apparente, comme un cadeau que personne n'avait commandé et qu'on reçoit quand même, plus précieuse que n'importe quelle fleur, n'importe quel discours, n'importe quoi d'autre que ce jour aurait pu donner. Cette clarté-là, dans ses yeux ce matin-là, c'était tout. Il a pris Christian à part, ils se sont parlé à voix basse, dans cet espace discret qu'on crée quand on a quelque chose d'important à dire et qu'on choisit de ne pas dire à tout le monde, de le dire à celui pour qui c'est dit. J'étais juste à côté. J'ai tout entendu. Tu épouses ma fille, prends-en grand soin, elle le mérite. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait semblant de ne pas avoir entendu, et je n'ai pas non plus signalé que j'avais entendu. J'ai juste laissé ces mots entrer, passer le seuil, se déposer quelque part de permanent en moi, dans cet endroit où on range les choses qu'on ne veut pas perdre, qu'on ne perdra pas, même quand tout le reste s'efface, même quand la mémoire elle-même commence à trier. Ces mots-là, je les ai mis à l'abri, ils y sont encore. Mon père, ce matin-là, avait dit tout ce qu'un père peut dire, en une phrase, debout sur ses deux jambes pour la dernière fois, à voix basse, à un homme qu'il donnait à sa fille, tout était dans cette phrase, rien ne manquait. 8 mois après mon mariage, mon père est mort. J'avais 22 ans, j'étais jeune mariée et fille en deuil en même temps, ces deux états que la langue ne sait pas très bien tenir ensemble parce qu'ils semblent s'exclure, parce qu'on n'a pas vraiment de mots pour pour la personne qui est les deux à la fois, parce que la grammaire du bonheur et celle du chagrin n'ont pas été conçues pour cohabiter dans la même phrase. Deux états pour lesquels personne ne vous prépare vraiment, que j'ai dû apprendre à tenir ensemble sans manuel, sans mode d'emploi, avec cette façon qu'on a de naviguer dans ce pourquoi on n'a pas été formé, à tâtons, lentement, en faisant des erreurs qu'on corrige et d'autres qu'on ne corrige pas. Le mariage aurait dû être un commencement, et c'en était un, mais précédé d'une fin. Traversé par elle, coloré par elle, d'une nuance qu'on ne choisit pas et qu'on ne peut pas effacer, d'une façon que je ne pouvais pas expliquer aux gens qui me demandaient «Alors, comment c'est d'être marié?» Avec cette attente dans le regard d'une réponse simple, lumineuse, sans ombre, la réponse qu'on donne quand tout va bien et qu'on n'a pas encore appris que les choses peuvent être plusieurs choses à la fois. Je n'avais pas de réponse simple, je n'en ai toujours pas. J'ai commencé ma vie d'adulte avec ce double mouvement, quelque chose qui s'ouvre et quelque chose qui se ferme, simultanément dans la même poitrine au même moment sans que l'un attende l'autre. Le bonheur et le deuil logés ensemble, se côtoyant sans se dissoudre l'un dans l'autre, sans que le bonheur efface le deuil ni que le deuil efface le bonheur. Cette coexistence-là que j'ai apprise à ce moment-là et que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Qu'on peut être heureuse et en train de perdre quelqu'un, que la vie ne suspend pas ses joies pour laisser la place au chagrin, avec cette courtoisie qu'on voudrait lui trouver, qu'elle ne suspend pas son chagrin non plus. Elle continue, les deux à la fois, sans demander si on est prêt.
C'est ça qui est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Cette simultanéité-là, ce refus des choses de se mettre en file indienne et d'attendre leur tour. Et c'est peut-être ça qui a coloré les années qui ont suivi, qui colore encore la façon dont je me rapporte au monde. Cette façon que j'ai désormais de tenir ensemble le début et la fin, l'espoir et la perte, de ne jamais tout à fait croire que le bonheur est sans fond, ni que le deuil est sans issue, de savoir que les deux coexistent toujours quelque part, que l'un n'annule pas l'autre, que c'est précisément ce qui les rend tous les deux réels. 14 marches. Il s'était levé, il était présent le jour le plus important de ma vie, il était là, vraiment là, avec cette clarté dans les yeux, avec cette phrase dite à voix basse à l'homme qui épousait sa fille, avec ces 14 marches gravies une dernière fois sur des jambes qui n'en pouvaient plus mais qui ont tenu quand même. C'est tout ce dont j'ai besoin de me rappeler. Tout le reste, la maladie, la dégradation, les années de l'EHPAD, les images que je porte et qui ne partent pas, tout le reste est vrai aussi, je les porte aussi. Mais quand je cherche mon père, quand j'ai besoin de savoir où il est, c'est là que je le trouve. Debout, sur ces 14 marches, le jour où j'ai eu 22 ans, et je me suis mariée en même temps, à 10h15, sous un ciel d'octobre. Il était là. Chapitre 14. Christian. Je l'ai rencontré dans ma promotion d'architecture en 3e année de licence. Il était roumain, en année Erasmus, cet entre-deux particulier de quelqu'un qui est là sans être tout à fait là, qui appartient à un endroit et en visite un autre, qui porte deux mondes à la fois sans en habiter complètement aucun des deux. Il avait un an de plus que moi. Il y a un moment, avant le début, avant Montpellier, avant les poèmes sur le trottoir, avant le sweat prêté sans qu'on le demande, c'était en cours de sociologie, un amphithéâtre, des rangées de têtes, ce bruit de fond particulier des salles avant que le cours commence, ce moment suspendu où tout le monde est là sans encore être tout à fait là. Je me suis retournée, je l'ai vu. Ses yeux bleus clairs, ce bleu-là précis qu'on ne s'attendait pas à trouver dans cet amphithéâtre, ce matin-là, dans ces cours de sociologie qui n'avaient rien de prévu pour ça. Je me suis retournée une deuxième fois pour bien voir, pour vérifier que j'avais bien vu, cette façon qu'on a de douter de ses propres yeux quand ils nous montrent quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Trop beau. Et puis la pensée d'après immédiate, raisonnable, qui arrive comme un garde du corps de ses propres émotions. Non. Impossible, il est en Erasmus. La logique implacable des choses qui ne peuvent pas être. Quelqu'un de passage n'est pas quelqu'un pour soi, quelqu'un qui repart dans quelques mois n'est pas quelqu'un à qui on peut se permettre de s'attacher. Il est roumain, ce n'est pas pour toi. Je me suis retournée vers l'avant, le cours continuait, et j'ai oublié. Ou j'ai essayé d'oublier ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui est même presque le contraire, parce qu'on essaie d'oublier que ce qui a déjà commencé à s'installer. Octobre 2014. Voyage d'études à Montpellier. Le dernier soir, mon ami et moi étions déjà au lit, ce renoncement confortable de la fin du voyage, quand on est fatigué et qu'on commence à penser au retour. On s'est regardé, on s'est motivé une dernière soirée. Autant en profiter. Le retour sera là demain de toute façon. On est sortis. On s'est croisés au bar, on a enchaîné avec la boîte de nuit dans ce mouvement naturel des soirées qui continue d'elle-même, quand quelque chose est en train de se passer, même si on ne sait pas encore ce que c'est. On a dansé et puis on est sortis dans la nuit et on a parlé de poèmes sur un trottoir de Montpellier à cette heure-là, dans cette façon particulière qu'ont les débuts, de transformer les endroits ordinaires en endroits mémorables. J'avais froid, il m'a prêté son sweat sans que j'aie besoin de demander, sans que je le demande, sans que j'aie besoin de formuler quoi que ce soit. Ce geste-là, ce simple geste simple et attentif arrivait exactement au bon moment pendant que je lisais un poème de Verlaine. Je savais déjà, je crois, pas ce qui allait se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais quelque chose était en train de commencer. Je l'ai invité à mon anniversaire. C'était la semaine d'après. Au dîner, j'ai demandé à ma meilleure amie de se décaler discrètement pour qu'il se retrouve assis en face de moi. Cette petite manœuvre transparente que les amies acceptent avec ce sourire qu'elles ont, pour ces moments-là, ce sourire qui sait. Il m'a offert un bouquet de roses blanches, mes préférées. Je ne lui avais pas dit, il avait deviné, ou eu de la chance, ou les deux peut-être, que la chance et la justesse se ressemblent tellement au début qu'on ne peut pas encore les distinguer. Le lendemain, on a décidé de se voir pour manger une pizza. J'avais 1 heure, je devais travailler sur un rendu avec une amie, cette vie d'étudiante en architecture qui ne s'arrête jamais vraiment, qui occupe le fond de tous les moments et ressurgit dès qu'on baisse la garde. 1 heure, c'est ce qu'on s'était accordé pour 1 heure comptée, rationnée, qui est peut-être la façon la plus honnête de reconnaître qu'on veut voir quelqu'un sans encore savoir si on peut se le permettre. Il m'a offert sa montre, on est allé dans ma voiture écouter de la musique comme si on repoussait le moment de se séparer, comme si la voiture était un espace hors du temps où l'heure n'avait pas cours. Et au moment de partir, on s'est embrassés. Ce moment, ce premier baiser qui arrive quand on ne peut plus faire semblant qu'on ne veut pas qu'il arrive.
De là, tout a commencé. 15 jours après mon anniversaire, on parlait déjà de vie commune. Au bout de 3 semaines de mariage, cette vitesse-là que je reconnais maintenant comme une façon d'être au monde, cette tendance à tout vouloir tout de suite, à brûler les étapes, parce qu'attendre ressemble trop à risquer de perdre. Le 15 février 2015, il m'a demandé en mariage, à genoux dans la chambre de l'hôtel Mercure que j'avais réservé pour la Saint-Valentin. Dans ce décor ordinaire et chargé d'attente d'une chambre d'hôtel un soir de fête, ce n'était pas le cadre le plus romanesque du monde, ça ne m'a pas du tout dérangé. On s'est mariés le 10 octobre 2015 à 10h15, j'avais choisi le jour de mon anniversaire. 10-10-15. Cette date palindrome, cette date qui se lit dans les deux sens, à la fois la mienne et la nôtre, double et indivisible. Je voulais que ces deux choses se tiennent compagnie, pour toujours, qu'elles ne se séparent plus jamais dans le calendrier de ma vie. Mon père était là, il s'était levé de son fauteuil roulant pour gravir les 14 marches de la mairie. Ces 14 marches dont j'ai déjà parlé et que je n'oublierai jamais, qui disent tout ce qu'on a besoin de savoir sur ce qu'il était et sur ce que ce jour représentait pour lui. On est allé en Roumanie rencontrer sa famille. Là-bas, il a appris que sa mère avait trompé son père, que l'homme qu'il avait appelé père toute sa vie n'était pas son géniteur. Cette révélation-là, venue de nulle part, ou venue de quelque part qu'on n'avait pas vu avec cette brutalité particulière, des vérités longtemps tues qui arrivent d'un coup et qui ne peuvent plus être mises dans la boîte une fois qu'elles en sont sorties. Un choc violent, silencieux, de ceux qui reconfigurent tout sans qu'on puisse voir exactement comment ni dans quel ordre, l'identité, l'histoire, les fondations, de ce qu'on croyait savoir de soi-même, la façon dont on se tient dans le monde quand ce monde vient de changer de forme. En revenant, ce n'était plus la même personne. Ou peut-être que c'était la même mais fracturée d'une façon nouvelle et qu'on ne savait pas comment habiter cette fracture ensemble, comment se retrouver de part et d'autre d'une ligne qu'on ne voyait pas mais qui était là désormais entre nous. On a commencé à se disputer souvent, puis à se maltraiter. Pas de façon spectaculaire, pas de façon qu'on reconnaît immédiatement, comme ce qu'elles sont, mais de cette façon sourde et progressive qui s'installe si lentement qu'on ne peut pas désigner le moment où ça a commencé, qui ressemble longtemps à autre chose avant de ressembler à ce que c'est, des provocations, de l'épuisement, qui cherche une forme et qui en trouve une mauvaise, ce bruit de fond d'une relation qui ne sait plus comment se parler et qui cherche d'autres langages moins précis, plus douloureux. Pour avoir son attention, pour que quelque chose cède, pour qu'il soit là d'une façon que je ne savais plus comment lui demander autrement, je me tapais la cuisse avec une bouteille en plastique. Je me cognais la tête avec une poêle. Ce n'est pas facile à écrire. Ce n'est pas facile à lire non plus, je suppose, mais c'est ce qui s'est passé. Et le nommer fait partie de comprendre où j'en étais. Ce besoin désespéré d'être vue, entendue, rejointe d'une façon ou d'une autre, et cette façon terrible qu'on a parfois de retourner la douleur contre soi quand on ne trouve plus comment la poser ailleurs, quand on a épuisé les autres langages. J'ai réalisé que je me faisais du mal, que nous nous faisions du mal, chacun à notre façon, dans nos registres respectifs, avec nos moyens à nous. J'ai demandé le divorce en octobre 2017 et il a été prononcé en mars 2018. C'est compliqué de raconter un mariage et un divorce en quelques paragraphes, surtout quand il n'y a pas de méchant dans l'histoire, pas de trahison spectaculaire, pas de faute claire qu'on pourrait désigner du doigt et qui expliquerait tout, pas de récit simple auquel se raccrocher, juste de personnes jeunes, étudiantes, absorbées par leurs études et leur rendu et leur jury, avec peu de place pour se demander vraiment ce qu'elles voulaient, l'une de l'autre et de la vie et d'elles-mêmes. Deux personnes qui ont cru que l'amour seul suffirait, que l'amour est une matière de construction suffisante et qui ont découvert que non, que l'amour est une condition nécessaire mais pas suffisante, que c'est une fondation mais pas un mur, que les murs il faut les construire soi-même, activement, ensemble, avec des matériaux que l'amour ne fournit pas automatiquement. J'aurais voulu des enfants, pas tout de suite. L'architecture, les études, le temps qu'il faut pour poser les choses dans le bon ordre, mais cette envie était là, réelle, patiente, qui attendait son moment. Ça n'a pas été possible dans ce cadre-là. Ce que j'emporte de cette période, ce n'est pas l'amertume ou pas seulement, pas principalement, c'est une compréhension que je n'avais pas avant et que je n'aurais pas pu avoir autrement, qui ne s'acquiert que par l'expérience directe de ce qu'elle décrit. L'amour ne suffit pas. Les conditions comptent autant que les sentiments, le temps qu'on se donne, l'espace qu'on préserve, la capacité de se retrouver en dehors des obligations partagées, de se demander régulièrement ce qu'on veut et pas seulement ce qu'on fait. Un projet commun, ça se construit, pas par défaut, par simple cohabitation, par la loi des vases communicants, ça se choisit, ça se réinvente, ça se défend ensemble, activement, délibérément, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, précisément dans ces moments-là. Je n'avais pas encore toutes les clés pour faire ça, je ne les avais pas toutes trouvées, ou je les avais mais je ne savais pas encore comment elles s'utilisaient.
Je les cherche encore, mais je sais maintenant avec une précision que, que je n'avais pas à 20 ans ce que je recherche. Chapitre 15. Un flash. En 2018, après le divorce, j'ai commencé une thérapie. 5 ou 6 séances, interrompues trop tôt par un stage loin de chez moi, à Mur-de-Barrès. Cette façon qu'a la vie de ne pas attendre qu'on ait fini ce qu'on avait commencé, de reprendre ses droits au moment précis où on avait besoin qu'elle attende un peu. Ce travail n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais peut-être que le bout n'est jamais vraiment où on croit qu'il est, peut-être que certaines choses s'arrêtent exactement là où elles devraient s'arrêter, au moment précis où elles avaient fait ce qu'elles avaient à faire, quelque chose d'important s'est passé dans ces quelques heures-là. Assis en face de quelqu'un qui écoute vraiment, pas qui attend son tour, pas qui prépare sa réponse pendant qu'on parle, mais qui écoute de cette façon-là, totale, qui crée un espace différent des espaces ordinaires. J'ai parlé du divorce, du mariage, de mon père, de sa maladie, de sa mort, ces années-là, les pads, les soirs de semaine, les 14 marches, tout ce que j'avais porté sans avoir eu vraiment l'espace pour le déposer, pour le regarder de l'extérieur, pour en faire quelque chose d'autre qu'un poids à continuer de transporter. De ma mère, de mon adoption, de ce que j'avais accumulé depuis l'avion, de ce premier hiver français avec la neige dans le bol, depuis la langue perdue et le prénom changé et les cicatrices qui restent, ces couches superposées d'années et de pertes et de recommencements qu'on traverse sans pouvoir s'arrêter parce que la vie continuait et qu'il fallait suivre, parce que la vie ne demandait pas si on était prêt avant de continuer. Et puis en toute fin, en sortant de la dernière séance, comme si quelque chose avait attendu d'être sûr, qu'il y avait de sécurité dans cette pièce, assez de confiance accumulée, assez de choses déposées, avant pour que celle-là puisse l'être aussi, le flash, ce souvenir qui attendait dans l'ombre depuis mes 13 ans, patient, immobile, avec cette patience absolue des choses enfuies qui ne se pressent jamais parce qu'elles savent qu'elles ont tout le temps du monde, qui avaient trouvé là enfin une porte suffisamment entr'ouverte pour passer. La thérapie s'est arrêtée là, le stage m'attendait, la vie m'attendait, le monde continuait de tourner avec cette indifférence sereine qui là pour les moments on aurait besoin qu'il s'arrête un peu. Mais ce qui était remonté ne repartait plus, ce n'était pas comme ça que ça fonctionne, on ne peut pas refermer ce qu'on a ouvert, pas vraiment, pas complètement, pas de façon à ce que ce soit comme avant. Avant n'existe plus une fois qu'on a regardé. J'ai continué ce travail autrement, seul, avec d'autres soutiens, à mon rythme, de la façon dont on continue quand on n'a pas le choix de s'arrêter. Quand s'arrêter n'est pas une option parce que ce qui est remonté est là maintenant et demande à être regardé, qu'on le veuille ou non. J'ai repris le contrôle de mon corps, ce corps qui avait été touché sans ma permission, qui avait porté des choses sans que je lui ai demandé de les porter, qui avait développé ses propres réponses à des situations qu'il n'aurait pas dû voir à traverser, de mes émotions, ces émotions que j'avais appris à tenir à distance, à gérer plutôt qu'à vivre, à administrer plutôt qu'à ressentir, de mon histoire, cette histoire qui m'avait parfois semblé trop grande, trop lourde, trop complexe, et trop fragmentée pour être vraiment la mienne, pour être quelque chose qu'une seule personne pouvait tenir dans ses bras sans en laisser tomber des morceaux, et que j'ai appris à habiter différemment, pas en la niant, pas en faisant quelque chose de plus petit qu'elle, mais en cessant d'en être une prisonnière, en apprenant à la porter sans qu'elle me porte. C'est un travail qui ne finit pas vraiment, pas de la façon dont on aimerait qu'il finisse, avec une date, une clôture nette, un avant et un après clairement délimité. C'est un travail qui continue, qui change de forme, qui demande des choses différentes selon les périodes, qui ressemble certains jours à de l'avancée et d'autres jours à de la stagnation, et qui avance quand même, en dessous d'une façon qu'on ne voit pas toujours sur le moment, mais il avance et c'est suffisant. Pour l'instant, dans ce moment-ci de la vie, avec ce que j'ai et ce que je sais, c'est suffisant. J'ai enfin le courage de le dire. Mon agresseur ne s'appelait pas Babar, il s'appelait François Xavier. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on ne reconnaît pas tout de suite, pour ce qu'elles sont. J'étais allée chez l'ostéopathe, un ami de ma médecin, quelqu'un en qui elle avait confiance, et donc en qui j'avais confiance. De cette confiance-là qui se transmet sans qu'on la vérifie, qui emprunte les liens existants et qui s'installe comme si elle avait toujours été là. La première séance s'était passée sans problème, rien à signaler. Un corps qui travaille, des mains qui cherchent, l'odeur neutre d'un cabinet médical. La deuxième fois, il a dégrafé mon soutien-gorge après avoir dit que ça l'embêtait dans ses mouvements. Il faisait ce qu'il avait à faire, je suppose, ou ce qu'il disait avoir à faire. Puis il m'a demandé de me retourner sur le dos, j'étais encore dégrafée. J'étais un peu gênée. Cette gêne discrète raisonnable comptait parce qu'on ne peut pas paraître coincé, parce qu'on est dans un cabinet médical et que les corps y sont censés n'être que des corps. Je me suis retournée sans dire un mot. La troisième fois, il n'a pas demandé. Ce geste-là, je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas eu le temps de le préparer, de décider comment m'y rapporter. Il a dégrafé directement sans transition, comme si c'était acquis, comme si la première fois avait établi un précédent qui dispensait désormais de toute question.
Un moment bizarre, je le notais quelque part, cette notion-là, silencieuse, sans lui donner de nom encore. Pour moi, qui ne suis pas pudique, j'ai pensé que ce n'était pas grave. Il avait une femme, un petit garçon. Ces détails-là, on les utilise comme des arguments, comme des preuves que les questions ne se posent pas, que le malaise est infondé. On se persuade, on continue. Et j'y suis retournée 2 autres fois. Et puis après coup, j'ai appris, en allant chez un autre ostéopathe, car j'avais mal et j'avais besoin de soulager ma douleur. Un ostéopathe n'a pas besoin de dégrafer un soutien-gorge. Pas besoin parce que ça ne devrait pas gêner le travail, parce que ce n'est pas dans la technique, parce que si ça gênait vraiment, il suffirait de demander à la patiente de l'enlever complètement, proprement, clairement. Ce geste-là n'avait pas de justification professionnelle. C'est à ce moment-là que le malaise est arrivé, non pas pendant, mais après, avec cette précision froide du recul qui nomme ce que le présent refusait de nommer, non pas un danger peut-être, mais une frontière franchie sans demander, un corps traité, comme une chose qu'on manipule sans expliquer, sans consentement explicite, en comptant sur la déférence, sur la confiance, sur cette disposition qu'ont certaines personnes à ne pas faire de vagues dans les espaces où quelqu'un d'autre détient l'autorité. Ce n'est pas la grande violence, ce n'est pas l'histoire qu'on raconte aux tribunaux, mais c'est de la même famille cette façon qu'ont certains gestes de prendre ce qu'on ne leur a pas donné en espérant qu'on ne s'en rende pas compte ou qu'on ne s'en rende compte qu'après ou pas du tout. J'ai continué, mais je me souviens et aujourd'hui je sais enfin ce que signifie le mot consentement.